Soit qu'on le crée ab initio, encore je reviens au latin. Monsieur Benicio, C'est-à-dire que le couple arrive avec ses enfants et il veut acheter un bien immobilier, notamment dans le cas où il n'y a que des filles. Pour les protéger contre les aliens de l'avenir, parce que les filles ils vont toucher la moitié. Parce que c'est quand même une technique d'optimisation fiscale. Oui, c'est légal, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des mutations, des changements. Ce qui s'est passé, c'est que les donataires ont omis d'inscrire l'acte. Et ils l'ont inscrit le lendemain du décès. Sauf s'il y a accord des héritiers. Oui, mais qui est très rare. On veut frauder, mais intelligemment. Bon, intelligemment. Mais bon, généralement, on n'est pas si intelligent que ça. Donc ça, c'est en fait Bain Binna, c'est juste palme. Alors je vais faire l'avocat du diable. J'ai compris ce que vous voulez dire, maître. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pros de l'Imo. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet technique, mais nous allons le vulgariser. Lorsque vous détenez un bien immobilier ou vous pensez un jour acquérir un bien immobilier, vous pouvez également penser à le transmettre à qui vous voulez. Et cette technique porte un nom. Il s'agit du démembrement de propriété. Nous allons donc parler de nue propriété, d'usufruit. À qui s'adresse-t-elle? Comment opérer ce démembrement de propriété? Et pour parler de ce sujet, j'ai pour invité Maître Abdelmajid Barguesh. Bonjour. Bonjour, c'est Amine, heureux d'être parmi Merci. vous. Je rappelle que vous êtes notaire à Rabat et vous nous avez fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. C'est avec la plus grande joie. Merci. J'ai bien sûr avec moi, comme toujours, mon ami Rachid Achachi, qui m'accompagne dans chaque émission. Bonjour Rachid. Bonjour Amine. Pareil, je suis heureux d'être là avec vous et avec Super. notre invité, c'est Amine Barguesh. Tu as un bien immobilier à transmettre? Pas encore, Bon, j'espère. Si un jour tu veux le transmettre, je sais à qui m'adresser. Voilà. Non, mais lui, il transmet le savoir. Il transmet Exactement. le savoir. Donc, c'est Abdelmajid, le sujet d'aujourd'hui, c'est le démembrement de propriété. Donc, c'est un terme un petit peu barbare. Quand on entend démembrement, ça fait même un petit peu peur. On va démembrer quelque chose. Mais en ce qui concerne l'immobilier, qu'est-ce que ça signifie? En fait, si tu le permets, nous allons... Tu dis barbare, mais nous allons commencer par parler latin, puisque quand on parle de démembrement, on parle en fait de l'usus, frictus et abusus. Qu'est-ce que veut dire tout ça? Les us et le frictus, ça constitue l'usufruit. L'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer du bien, d'abuser, et également le droit d'attendre le temps de la fin de l'usufruit, soit par l'expiration du terme convenu, soit par le décès de son titulaire, puisque l'usufruit est un droit viager. Et donc la sommation des deux droits, usus et frictus, font aujourd'hui l'usufruit et l'abusus. L'usufruit, on va dire la jouissance. La jouissance. La jouissance. Ça veut dire que vous pouvez utiliser vous-même l'appartement ou le bien immobilier en question. Sirlel. Mais il vous donne quand même le droit de jouir. Vous pouvez à la limite louer le bien, objet de démembrement, comme vous pouvez le céder, l'hypothéquer. Donc, l'usufruit ou le démembrement donne quand même des droits aux uns et aux autres. Très bien. Maintenant, c'est une technique effectivement de transmission du patrimoine qu'on utilise beaucoup, nous, les notaires. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que beaucoup de clients ne connaissent pas ce que c'est que le démembrement. Et je vous remercie, à travers cette émission, de me permettre à moi, en tant que praticien, de vulgariser une notion qui est extrêmement importante, un outil phare dans la transmission du patrimoine. Mais il n'y a pas que la transmission, il y a également la protection du patrimoine. Puisque aujourd'hui, vous savez, quand on crée un patrimoine, on le valorise, il arrive un moment où il va falloir le transmettre, mais avant, il faut le protéger. Alors, excusez-moi de vous couper, maître. La transmission du patrimoine, je dirais, elle se fait après le décès du titulaire de ce patrimoine de façon naturelle. Alors que le démembrement, c'est une prérogative qui a été prévue en amont.
Oui. Donc, c'est différent. Pourquoi est-ce que les gens ont recours au démembrement? Déjà, la genèse. Alors en fait, il y a deux éléments dans votre question. La première, comment on crée, quels sont les modes de constitution de l'usufruit. Et deuxièmement, quelles sont les applications pratiques de l'usufruit. Pourquoi allons-nous recourir ou allons-nous conseiller le démembrement de propriété? Tout à fait. Alors, si je fais le benchmark avec la France, l'usufruit se constitue soit légalement, soit judiciairement, soit conventionnellement. Chez nous, au Maroc, et dans la pratique, ce qu'on connaît, c'est l'usufruit institué par une convention. Et dans trois situations, soit qu'on le crée ab initio, encore je reviens au latin, c'est-à-dire au moment de l'acquisition, Monsieur Benicio, عنده سميتو بالعربية. Ab initio, ça veut dire initialement. Initialement. Voilà, initialement. C'est-à-dire que le couple arrive avec ses enfants et il veut acheter un bien immobilier. Notamment dans le cas où il n'y a que des filles. Vous connaissez bien la problématique. Très bien. Donc, ça, pour les préserver. Pour les protéger contre les aléas de l'avenir. Parce que les filles sont juste des héritiers réservataires, fard. Et donc, pour évincer les autres, au moment de l'acquisition, on met l'usufruit au nom de monsieur et madame et la nue propriété au nom des filles. Donc ça permet de protéger les parents si jamais les enfants, une fois grands, désirent les virer. Ouais. Donc ils ont l'usufruit les parents. Et puis en même temps, à leur mort, les parents protègent les enfants parce qu'ils garderont le patrimoine. Et comme nous, on cherche toujours la perfection, dans ces actes-là, on insère ce qu'on appelle une clause d'accroissement, c'est une sorte de pacte. Et comme on dit, la loi étant la convention étant la loi des parties. On dit tout simplement que l'usufruit va s'éteindre par le décès du dernier conjoint survivant. D'accord. Ça veut dire qu'au décès du premier conjoint, le deuxième continue à jouir. Ouais. Soit, il y a deux cas, soit qu'il va continuer à habiter, imaginons l'épouse, soit qu'il peut louer et tirer des revenus. Il peut tirer des revenus substantiels, ce qui va lui permettre effectivement de vivre, de subvenir, de comment dirais-je, de financer leurs besoins. Voilà. D'accord. Donc, et jusqu'à présent, soit par ab initio, soit par donation, on donne la nue propriété, on se réserve l'usufruit, c'est le cas le plus récurrent. Oui. Soit que on donne l'usufruit et on se réserve la nue propriété. Vous allez me dire dans quel cas. Effectivement, quand vous avez des enfants qui sont dans l'âge de formation et que vous êtes au niveau de l'IR imposé dans la tranche supérieure. Ah là, vous faites de l'optimisation. Oui, parce que c'est quand même une technique d'optimisation fiscale. Oui, c'est légal, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Nous sommes contre... c'est bien de le mentionner. Oui, nous sommes contre la fraude fiscale. Tout à fait, c'est dans la légalité. C'est l'évasion, c'est... Mais après, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus de droit. Vous savez, cette question d'abus de droit, il a fait son introduction dans la fiscalité marocaine, et donc il faut un peu être vigilant quand on conseille un montage. Et donc, imaginons que vous avez des enfants qui sont en cours de formation. À l'âge de 15 ans, vous faites un usufruit pour une durée déterminée de 10 ans. Alors, vous faites l'usufruit pour eux Non, vous le faites pour les enfants. Pour les enfants, pour une durée de 10 ans. Oui. À ce moment-là, il y a un transfert... donc limité dans le temps, l'usufruit. Oui, limité un transfert de revenus vers les enfants, vers des patrimoines si le bien est loué, vierges, quand il s'agit d'un immeuble de rapport. Donc, un transfert de revenus, de flux vers les enfants. Très bien. Ce qui vous libère, vous, en tant que propriétaire, de la charge fiscale. D'ailleurs, et ça c'est quelque chose de très important, le Code de droit réel, dans son article 79, il est clair, il dit que les charges fiscales et les charges d'entretien, etc., incombent à l'usufruitier. Tout à fait. C'est celui qui perçoit. C'est celui qui perçoit. Pour ça, c'est un principe qui répond au bon sens. Oui. Voilà. واش هادشي كيدخل للمحافظه باسكو هاد لي ميوتاسيون هاد لي شانجمون. Alors je te remercie pour cette question, il est extrêmement importante puisque j'ai un cas de jurisprudence de la Cour de cassation
Il faut dire il faut saluer nos magistrats. Parfois, ils ont de la jugeote. Et ça, heureusement. Il s'agit en fait d'une dame qui a fait une donation aumônière, sadaqa. C'est que soit sadaqa, c'est au contraire, c'est le contraire de la hiba. La hiba, vous faites un acte gratuit, mais vous le faites pour protéger la personne. Je donne à Sir Rachid parce que je veux le protéger lui, mais après vous allez le protéger de moi. Vous voulez lui donner surtout. Vous êtes un danger public. Coupé. Donc, je donne pour l'amour de Dieu, et là ça s'appelle une donation aumônière. Et Hadith sadaqa jariya. Hadith sadaqa. Alors, c'est une dame qui a fait une donation aumônière. De quoi? Elle a fait une donation aumônière de la nue propriété et s'est réservé l'usufruit. Elle l'a fait au profit de qui? D'un proche, d'un étranger? Au profit de ses enfants. Ah d'accord, ses enfants. Est-ce que peut le faire au profit d'un tiers qui n'est pas de sa famille? Oui, parfaitement. Après, le régime fiscal change. La donation elle a fait une donation aumônière au profit de ses enfants. Et la particularité de la sadaqa, c'est qu'il est irrévocable. On ne peut pas rétracter une donation. Donner, comme on dit, donner, et retenir, reprendre ses volets. Exactement, voilà. Vous êtes juriste alors. Dans une autre vie. On le disait quand on était à l'école primaire pour les billes. Donner, c'est donner, reprendre ses volets. D'accord. En fait, l'arbitre يقول حاجة أخرى. L'arbitre يقول لك le fait de révoquer, c'est comme le chien qui a القي. Ah, très bien. Tu vois l'image. Je vois. Donc il faut pas faire ça. Ok. D'accord. Très belle image. Appétissante. Le droit musulman est hostile à la retraite quand il s'agit de sadaqa. Et il y a une autre condition qui est sine qua non, c'est qu'il faut qu'il y ait un transfert de jouissance. Et le transfert de jouissance n'existe pas s'agissant d'une donation de nue propriété. Si vous avez bien compris mes explications. Oui. Au départ, la nue propriété ne donne pas droit à la jouissance. Et quand je donne la nue propriété, je me réserve des fruits. J'ai vidé de sa substance. Or, il y a une condition très importante. Quand je vous fais une donation aumônière, il faut que tu me sortes de la maison et que je revienne. Que tu m'expulses pour que tu puisses avoir la jouissance. Oui. Et il faut faire constater la jouissance par des témoins ou le fait de commencer à construire ou de faire un bail. Or, dans ce cas de jurisprudence, justement, il a été écrit dans l'acte adoulaire une clause comme quoi les donataires ont pris possession, ils déclarent. Or, c'était bidon, c'était... Oui, c'était fini. Et la Cour avait... Et quel est le litige qui est né de ça? Alors, c'est que la Cour d'appel avait annulé la donation. Alors, vous allez me dire pourquoi. Elle a été attaquée. Pourquoi elle a été? Parce que l'acte adoulaire, il a été, au lieu d'aller l'inscrire à la conservation foncière... Ah, c'est ma question. Or, d'après une jurisprudence constante, qui a évolué, l'inscription sur le titre foncier opère transfert de jouissance. Donc on remplit la condition de transfert par une simple inscription là. Ce qui s'est passé, c'est que les donataires ont omis d'inscrire l'acte. Ça fait. Et ils l'ont inscrit le lendemain du décès. Ah. Et donc c'est fraude, c'est frauduleux. Et c'est pour cela que cet esprit de fraude a été sanctionné par la Cour de cassation, par la Cour d'appel dans un premier temps, confirmé par la Cour de cassation qui a annulé la donation aumônière parce que justement il n'y a pas eu de prise de possession réelle, en réalité. Faute d'inscription de l'acte de donation sur les titres fonciers. D'accord. Voilà. Donc voilà une application. Donc l'inscription, c'est les notaires qui s'en chargent. Alors, d'abord, qui dresse les actes. Ce qu'il faut, maintenant, on va passer à la forme de la donation. La forme, c'est quoi? C'est un acte authentique dressé par notaire ou par les adouls. Dieu soit loué, dans ce cas de jurisprudence, ce n'était pas notaire, c'était des adouls. Et c'est l'acte des adouls qui a fait l'objet d'une contestation et d'une annulation. Voilà. Oui. Et donc, aujourd'hui, de façon pratique, vous avez dit que ceux qui ont recours au démembrement, c'était pour protéger, comme on a dit, des héritiers.
Est-ce que c'est une pratique qu'on peut appliquer à toute forme de bien, même un terrain nu par exemple, ou uniquement un bien qui est construit, bâti? Là aussi, vous me posez une excellente question, puisque le démembrement peut porter sur plusieurs sous-jacents, plusieurs types d'actifs. Comme j'ai dit, la démembrement, c'est une technique transversale. Ça peut porter même sur une voiture, j'imagine. Ça peut porter sur une voiture. Pas uniquement sur l'immobilier. Voilà, porter sur une voiture, sur des titres sociaux. Il peut porter sur un portefeuille de valeur mobilière. Une entreprise. Il peut porter sur une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, par exemple. On peut dire que le capital sera versé dans un premier temps à l'usufruitier, madame ou monsieur tel. Ou un agrément de transport. Voilà, un agrément. Généralement, les agréments sont donnés intuitifs personnés. D'accord. On ne peut pas transmettre. Mais en dehors de ça, le démembrement peut porter sur une variété de biens. Mais bon, nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'immobilier par excellence. Et quand il s'agit de l'immobilier, le texte de base de référence, c'est le Code droit réel. J'ai amené avec moi un extrait des textes, en fait des articles, un certain nombre de dispositions qui expliquent un peu ce que c'est que le démembrement de propriété. Si tu permets, Amine, alors l'idée de protéger des héritiers. Mais ce genre de démarche, avec la donation aumônière ou peu importe la méthode du démembrement, est-elle contestable post-mortem par les autres héritiers qui pourraient contester, comme on dit la wasiyat al-warit? Donc il y en a d'autres qui vont dire il l'a donné à ses filles, alors que ça va contre l'esprit des versets coraniques et de contester au niveau de la loi. Est-ce que c'est contestable? En fait, la question qui se pose, c'est quels sont votre question est en relation avec la validité de la donation et comment casser une donation. Déjà, le notaire, en tant que rédacteur de la donation, il va faire attention à un certain nombre de choses. Essentiellement 2, sinon plusieurs, mais techniquement, il y a 2 conditions majeures. La santé mentale, maintenant. La maladie, l'état de maladie. Il ne faut pas que le donateur, imaginez, ce qu'on appelle la dernière maladie, c'est une maladie qui est tellement grave qui conduit au décès du donateur. Si la donation a été établie à ce moment-là, bien sûr, la donation va être annulée. Même s'il est mort plusieurs années après? Alors, plusieurs années après, non. Quand vous parlez de ça, c'est dans l'année, par exemple. Oui, c'est dans l'année. Stade terminal, un cancer. Quelqu'un qui a Pourquoi on considère qu'il n'avait pas toutes les facultés? Mais les facultés mentales, oui. Il y a les facultés mentales et les facultés physiques. On peut être conscient de ce qu'on fait. Mais le corps est malade. Et le corps est malade. C'est pourquoi dans la pensée c'est pour ça que j'ai parlé de santé mentale au début, non, plus que de santé physique. Dans la pensée du législateur, et je suis d'accord, la donation est un acte grave. Parce qu'en fait, on se dépouille. On se dépossède. Quand on fait une vente, on touche une contrepartie. Oui, et le patrimoine est toujours le même. Il change de forme. Mais il change de forme. Mais il est toujours le même. On a du solide qui se transforme en liquide. Aujourd'hui, on va se dépouiller d'un bien. Il faut au moins avoir une volonté éclairée. Or, quand on est malade, et ça arrive, des fois une infirmière, parce qu'il vous a rendu... Parce qu'elle a été gentille au dernier moment. Elle était gentille, etc. Par reconnaissance, vous lui faites une donation au mépris des intérêts des héritiers. On peut donner 100%? On est obligé de garder une réserve? Au Maroc, nous n'avons pas ce qu'on appelle de réserve héréditaire. Oui. Contrairement à la France. À la France, oui. Mais une donation qu'on fait à un moment où on est vraiment malade, il risque d'être annulé par le juge, puis qu'il se transforme en legs, en testament. Oui. Et le testament, il est limité au tiers. Au tiers. Ouais. Voilà. Alors, il ne peut pas donc ça peut être requalifié. Il ne peut pas concerner un héritier en plus. Ça ne peut pas concerner la donation. Non, la donation. Non, je parle de le testament. Le testament, le tiers, et en plus, il ne doit pas porter sur quelqu'un qui touche déjà une part de l'héritage. Sauf s'il y a accord des héritiers. Oui, ce qui est très rare. Ce qui est très rare. Voire impossible. Deuxième chose, il ne faut pas que le patrimoine du donateur soit obéré de dettes. Oui. Ça veut dire que si vous faites la donation avec la seule intention de
d'échapper. d'échapper, de payer les créanciers, y compris le fisc. À ce moment-là, la donation risque d'être cassée. D'accord. Donc, une fois qu'on a satisfait à ces deux conditions, la donation Inattaquable. Il est inattaquable, il est inscrit sur le marbre, impossible de... Et des fois, et ça c'est quelque chose qui ressort de la pratique, des gens ont tendance à simuler des ventes, ils disent faisons une vente, comme ça c'est d'abord fiscalement c'est très excessivement coûteux. Quel est l'intérêt de simuler une vente? L'intérêt, on pense, on croit. Oui, qu'on pense. C'est une croyance limitative, là aussi. On croit qu'en faisant une vente, c'est plus solide juridiquement qu'une donation. Elle peut difficilement être contestée. Mais en fait, on tombe dans l'erreur. Et l'erreur, c'est quoi? C'est de dissimuler le véritable caractère de l'opération. Parce que quand on va fouiner, on fait une vente, on va chercher le prix, comme il a dit. Il n'y a pas eu de prix payé. Il y a pas eu de Ou bien il y a transformation. un aller-retour. C'est-à-dire, je peux vous envoyer 1 million de dirhams, et puis après, 6 mois plus tard, vous me faites un nouveau virement. Et oui, donc... mais quand on veut faire les choses... Là, quand on est... Qu'est-ce qu'on veut frauder, mais intelligemment. Bon, intelligemment. Mais bon, généralement, on n'est pas si intelligent que ça. Il n'y a pas d'échange de... C'est-à-dire qu'il y a une vente, mais on ne va jamais trouver sur les comptes l'arrivée des... Donc ça, c'est en fait, Bain Binna, c'est juste qalb. قالب وهذاك القلب تيهرسو تيهرسو القاضي. Autre question, Sted. Est-ce qu'on peut faire un démembrement de propriété sur un bien acquis à crédit? Donc avec un crédit, par exemple immobilier, parce que beaucoup de gens achètent sur des durées longues, 15 ans, 20 ans, et en cours de crédit, ils veulent justement faire le démembrement. Ouais, franchement, tu me poses que des questions pertinentes. Je te remercie pour ça. Merci. Parce qu'en fait, il y a une évolution dans la position des conservateurs. Au départ, ils disaient un bien qui est grevé d'une dette ne peut pas faire l'objet d'une donation. Ah, voilà. C'est quand même une contrainte de taille. Vous prenez un crédit sur 20 ans, vous devez attendre 20 ans jusqu'à avoir la main levée pour pouvoir faire le deuil. Mais à mon sens, on n'a pas bien compris la problématique. Parce que il faut faire un bilan patrimonial et savoir de quoi on parle. Or, si Rachid peut avoir 10 millions de dirhams d'actifs, mais avoir 200 000 dirhams de dette. Ou 1 million de dirhams sur un bien d'hypothèque. Donc, il n'est pas... Alors, je vais faire l'avocat du diable. J'ai compris ce que vous voulez dire, maître. Maintenant, si moi, je suis détenteur d'un bien acheté à crédit, avec un crédit, on va dire, de 5 millions de dirhams, je décide de démembrer et de donner à mes enfants mineurs. Ouais. Demain, je ne paye plus ce crédit. Vers qui ils vont se retourner? Des mineurs? Tu permets que je termine déjà la réponse par rapport à la première question. Donc, la question de la dette, aujourd'hui, on l'a réglée, puisqu'il suffit juste de demander l'adhésion ou l'autorisation de la banque pour effectuer la donation. Donc, la banque la donne. Oui, mais ce n'est pas fini. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Puisque, imaginons que tu veux faire une donation à un enfant mineur et que la banque est toujours là, il faut une autorisation du juge qui ne donne jamais. Et en fait, comme il ne donne jamais... Donc, vous avez répondu à ma question. Voilà, il ne donne jamais, il ne protège pas. Maintenant, je vous réponds à ta question. La deuxième question. Qui est liée à celle-ci. C'est-à-dire si je veux donner à un enfant mineur, alors que j'ai un crédit sur le bien, si la banque m'autorise, le mineur devient, lui, la caution hypothécaire. Mais un mineur. Il est mineur, tu lui donnes un actif. Qui demeure la garantie du crédit. Mais si il a la garantie qui va devenir, lui, garant du crédit. Moi, je continue de payer, même si je donne le bien à mon fils. Oui. Moi, je continue de payer. Donc, je reste un risque. Si je reste solidaire. S'il y a une défaillance, on va, et généralement, les banques vont exiger une solidarité. Oui. Et comme il est mineur. Donc, je reste solidaire. Oui. Caution solidaire. Donc, il faut pour que le conservateur puisse inscrire cet acte de donation, combien même il y a adhésion, il va exiger l'autorisation du juge, qu'on n'obtiendra pas. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises. Ah, donc même dans ce cas-là... Par conservatisme, par crainte,
volonté de Quel protéger. est le danger? Parce qu'on souhaite, dans l'esprit du juge des tutelles, il souhaite protéger le mineur. Il se dit, D'accord. il y a un crédit, bon, demain s'il n'est pas payé. Mais si je suis caution, je suis la caution. Si c'est une condition si exigée. Le mineur, le papa est en emprunteur, le mineur, suite à la donation, il devient propriétaire. Et forcément, caution hypothécaire. Non, mais je comprends pas le problème. C'est-à-dire, admettons, j'ai donné, dans le cadre d'un démembrement, ma maison à mon fils. Je continue de payer les traites parce que je suis solidaire. Alors, si le jour où je ne pourrai plus honorer mes engagements auprès de la banque récupère la maison et la vend aux enchères récupère sa part. On revient au point de départ. C'est comme si mon fils n'a jamais profité de la donation. Il n'y a pas de perte, je veux dire, pour l'enfant. Où est le risque? Il n'y a pas de risque. Puisque la banque arrive à ses fins. Oui. C'est une belle plaidoirie qu'il faut faire au juge de tutelle. Donc, je vais me reconvertir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est caution solidaire. Mais je partage, je suis d'accord avec Au final, l'enfant, c'est comme s'il n'a rien eu. Ouais, comme s'il n'a rien eu. Voilà. Et il faut après attendre. Donc aujourd'hui, imaginons le cas de fille, oui. Et qu'on souhaite faire ça pour les protéger. À cause de ce problème, on n'y arrive pas. Et donc, il faut absolument apurer le crédit, obtenir la main levée pour pouvoir faire. Oui, donc aujourd'hui, il a raison, quand le crédit dure 20 ans, 25 ans. Donc aujourd'hui, quand on a un crédit, c'est pas possible. Ouais. Pour la faire courte. Non, vous voulez faire. Non, attends. Il faut passer par un juge. Il y a au cas par cas. Ne me faites pas dire des choses. Vous voulez faire une donation pour protéger votre conjoint. Il est adulte, il est majeur et vacciné, ça marche. Il n'y a pas de problème. On obtient l'adhésion de la banque. C'est uniquement quand il s'agit de mineurs. C'est quand il y a un mineur. Voilà, mineur ou quelqu'un de défaillant mentalement, ou qui est incapable de... Incapable majeur, dans ce cas-là. D'accord. Voilà. Très bien. Il y a un autre élément, c'est quand on donne, ça suppose que celui qui reçoit prenne possession. Non, donne son acceptation. Oui, il y a l'acceptation. Et l'acceptation. Quand il s'agit d'enfants mineurs, comment ça se passe? Qui accepte à leur place? Le tuteur. Donc, en fait, c'est celui qui donne qui accepte. Puisque si c'est par exemple le père qui est tuteur, qui donne à ses enfants mineurs, donc il donne et il accepte à leur place. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que tu dis, toi. Je pose la question. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Il se substitue? Il y a en fait un conflit d'intérêts, puisque je donne à mon fils et en même temps, je suis son tuteur légal. Voilà. Alors, je t'explique une chose importante. On ne fait pas, parce que c'est assimiler un acte à soi-même. Et dans la pratique notariale, nous avons trouvé... On va tout révéler aujourd'hui. Dans la pratique notariale, on a trouvé des astuces. En fait, l'astuce, c'est quoi? C'est... Monsieur le donateur donne procuration à son épouse à l'effet de donner. Et comme la tutelle doit s'exercer par le père, très bien. C'est lui qui accepte au nom de son... Et dans l'acte, je reçois la signature de maman, de papa. D'accord. Manière de contourner la tautologie. Ça, c'est une astuce que vous avez trouvée pour justement arriver à... Oui, mais un notaire, par définition, c'est un marchand d'astuces. Exactement. On ne vous a pas dit ça. C'est une série d'astuces. Et puis, tout ça reste entre nous, bien entendu. Non, il n'est plus entre nous. Il y a une forte communauté qui va aller en augmentant. J'espère qu'on ne dit pas de bêtises. Non, pas du tout. Alors, très bien. Donc, aujourd'hui, on a compris que c'était une technique qui obéissait à des règles très précises. D'ailleurs, il y a même des garde-fous, comme vous avez parlé tout à l'heure, de juridiction, de tribunaux, qu'il fallait passer parfois par la justice pour arriver à ses fins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillerez de prévoir le démembrement de propriété en amont, c'est-à-dire avant d'acheter? Parce qu'il y en a qui le font une fois qu'ils ont acheté. Et donc ça, parce qu'on n'a pas parlé aussi de frais, parce qu'il y a aussi un coût qu'il faut peut-être mentionner quand coût fiscal. Aux ascendants, oui, le coût fiscal, aux ascendants, etc. Donc peut-être qu'on va en parler. Est-ce que vous conseillerez, vous, en tant que spécialiste de la gestion de patrimoine, d'y réfléchir avant, de prendre conseil avant de l'acquisition ou après? Moi, je vais te répondre tout de suite. Il faut toujours avant. Parce que dans l'histoire, il y a avant et après. Et après, quand il y a un problème qui se pose, c'est très compliqué. Donc, moi, je dis toujours, il faut venir nous voir avant et se concerter avec nous. On peut donner vraiment des conseils. Parfois, ils sauvent des vies. Et je pèse mes mots. Tu me poses encore une question sur
l'optimisation fiscale. Et le démembrement est un excellent moyen d'optimisation fiscale. Et là, je vais donner un exemple tout simple. Je vais vendre à Rachid un appartement qui vaut 4 millions de dirhams. Sauf que je ne vais pas lui vendre la pleine propriété. On s'y met d'accord. Comme étant je suis à la veille de la retraite ou je suis carrément à la retraite, je vais garder l'usufruit de l'appartement, mais je vais lui vendre la nue propriété à moitié prix. D'accord. D'accord. Comme je suis cardiaque, il y a des problèmes, etc., vous payez 50% du prix et vous attendez. Et là, déjà pour comprendre, est-ce que c'est une forme de donation quand je vends à moitié prix? Non, c'est une vente. C'est comme une vente viagère, tu attends. Mais du point de vue du fisc, il n'y a pas de problème de la vente viagère. C'est une modalité de la vente viagère. Qui est légale. Qui est légale. Qui est légale. D'accord, parce qu'il y a un flou sur la vente viagère. Alors, on a contourné le problème par... Lorsque vous vendez à Rachid 50% de la nue propriété. Mais d'abord, est-ce que vous achetez? Non, pas 50%, à moitié prix. Non, je vends la nue propriété à moitié prix. Voilà. Parce que sinon, j'achète pas. C'est pas à moitié prix. Donc ça, c'est inscrit la conservation. Est-ce que vous acceptez de prendre un pari? Parce que lui, il veut m'en vendre la moitié uniquement. Non, est-ce que vous acceptez de prendre un pari sur ma vie ou ma mort? Parce que si vous achetez à 50%... Il me faut votre bilan de santé d'abord. Je vous le donne. Oh, il a un peu de cholestérol. Non, ça va, on peut vivre longtemps avec le cholestérol. Ah, ne me fais pas l'histoire du bailleur... Du bailleur qui baille. Alors lui, il se retrouve propriétaire à moitié prix, donc ça rentre... C'est inscrit à la conservation foncière. Oui. Exactement. Il suffit que le jour où je vais décéder, il va récupérer la pleine propriété. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je vais vous vendre, vous payez 50%, mais vous allez payer les droits d'enregistrement que sur 50%. Au lieu que ce soit 4 millions, c'est 2 millions. Donc ça optimise les frais. Mais attends. C'est que le jour où je décède, je ne le souhaiterais pas. Parce qu'il peut s'avérer que je serai le doyen de l'humanité, j'irai jusqu'à 120 ans. Au grand malheur de Rachid, il va devoir attendre longtemps. Voilà. Je ferai affaire avec vos enfants. D'accord. Le jour du décès, il y a reconstitution de la pleine propriété sur votre tête, mais sans aucune fiscalité. Alors, il y a une chose que il n'y a pas de plus-value. Très bien compris. Il suffit juste d'amener un extrait de décès, faire une réquisition conservateur, et vous avez la pleine propriété de l'appartement. Et pendant ce temps-là, et tu permets, c'était Amin, c'est que moi, je continue à jouir, j'habite 100% de la propriété. Comme je peux louer l'appartement et tirer profit des loyers, etc. Donc, ce qui est extraordinaire. Alors, il y a une chose que je n'ai pas compris. Donc, juste pour dire qu'au niveau de la fiscalité, c'est extraordinaire. Très bien. Tu n'as vendu que 50% de la propriété. Ouais. Les 50% sont soumis aux règles de l'héritage classique. Des ayants droit de tes ayants droit, Mujid. Non. Au décès, les 50%. Oui, mais l'usufruit est un droit viager. C'est pas un droit. L'usufruit, c'est qui se transmet. Oui, mais la nue propriété, les 50%. C'est à Rachid. C'est prévu dans le contrat. C'est Rachid qui est nu propriétaire. De 50%. Non, pas de 50%, de la nue propriété. De la nue propriété en totalité, mais vendue à moitié prix. Moi, j'ai un problème avec le 50%. Non, attends. 50%, c'est la valeur. Je ne cède pas de droits indivis. J'ai compris. De l'appartement. Je vends une nue propriété. En fait, s'il y a une moitié, c'est une moitié en valeur, pas en moitié. Parce que ce qui m'amène à parler de l'évaluation de l'usufruit. Tout à fait. Et l'usufruit est évalué essentiellement en fonction de l'âge, de l'espérance de vie. Oui. Plus tu es âgé, de pourcentage. Plus tu es âgé, moins est la valeur de l'usufruit. En fait, ça peut arriver jusqu'à 10%. Il y a une méthode actuariale qu'on utilise aujourd'hui quand il s'agit, parce que ça aussi c'est très important en matière d'évaluation de l'usufruit. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode économique, c'est ce que nous allons utiliser si je vous cède, parce que c'est un acte à titre onéreux. Et il y a la méthode fiscale lorsqu'il s'agit de donner un droit démembré à un de mes enfants. Mais les donations interfamiliales, ils bénéficient de la faveur du législateur, puisque 1,5%. 1,5%. Et 1,5% à la conservation. Ce qui reste quand même un taux très avantageux, il faut le dire, 1,5%. Oui, bien sûr, quand on compare avec la Belgique où il faut payer 80%. Alors, est-ce qu'ils sont soumis, ça va être peut-être, si Rachid a une autre question, est-ce qu'ils sont soumis à une révision fiscale? Parce que là, on met une valeur.
on paye 1,5%. Je suis d'accord avec vous. La question de l'administration fiscale, c'est un débat c'est du chinois. On a commencé par le latin, on va finir par le chinois. Voilà. Bah, je vais mettre les sous-titres. Parce que ça, c'est un vrai problème. Parce Oui, que vous déterminez la valeur du bien, vous payez 1,5%, on vous dit, mais oui, mais votre maison, vous l'avez donnée, elle vaut 10. Vous savez, si je cède par exemple l'usufruit ou je cède la nue propriété, on va donner une valeur contractuelle. Le fisc va vouloir, il n'y a aucune référence, il n'y a aucun poste de comparaison. C'est-à-dire, là, tu es sur un terrain... Si je cède la nue propriété, on peut trouver un élément de comparaison. Lequel? Voir s'il y a eu des cas similaires dans le même périmètre. Non, c'est pas ça. C'est au niveau de la méthode. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Et aujourd'hui, la doctrine administrative n'est pas fixée sur une méthode. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est la méthode fiscale qu'ils utilisent. Mais la méthode fiscale a tendance à minorer l'usufruit. Oui, bien sûr. Parce que c'est quoi la méthode actuelle? C'est le fait d'actualiser les flux financiers futurs. D'accord? Et se dire, voilà, ce valeur, aujourd'hui, on va vivre jusqu'à 85 ans, sur 25 ans. C'est des calculs de probabilité. Statistiques. Voilà, tableau de mortalité, espérance de vie, etc. Taux d'intérêt qui font tout ça, on le match et ça nous donne une valeur. Mais le débat, la discussion est très difficile avec l'inspecteur des impôts. Mais de toute manière, on finit toujours par transiger. Écoutez, moi je vous souhaite une longue vie, même si Rachid est pressé d'hériter. Tout à fait. La part que vous allez lui céder à moitié prix, n'est-ce pas? Plus sérieusement, c'est un sujet... Moi, en tout cas, je ne suis pas commerçant, mais je cherche aujourd'hui à vendre quelque chose. En tout cas, vous nous avez bien expliqué. C'est une question qui n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de biais, il y a même des biais religieux, dont on a parlé, Rachid a évoqué tout à l'heure. C'est technique. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il faut prendre l'avis des experts. Une stratégie se dessine en amont. Il ne faut pas attendre... d'avoir un patrimoine, l'avoir fructifié, et puis à un moment se dire qu'est-ce que je vais en faire maintenant, à qui je vais donner, etc. Parce que le coût est plus élevé. Donc avant d'acheter, il faut prendre conseil. En fait... dernier mot. Le dernier mot, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute technique, il y a des avantages, mais également il y a des inconvénients. C'est vrai qu'on a tendance à... Je l'avais noté, les inconvénients. Alors, maintenant, vous allez y répondre. Alors, les inconvénients du démembrement de propriété, c'est la perte de contrôle. Parce qu'en tant que propriétaire, vous n'avez plus le pouvoir sur votre bien. Et pour décider, par exemple, de la vente, il vous faut il faut l'accord de l'autre. Oui. D'accord. Pour décider d'engager des travaux, il faut l'accord de l'autre. En fait, les visions ne sont pas les mêmes. Chacun regarde dans une direction qui n'est pas celle de l'autre. L'usufruitier, par définition, est quelqu'un qui veut tirer profit. Il veut tellement tirer profit, en fait, bouffer le fruit, qu'il a tendance à vouloir bouffer même la substance. Alors que le nu propriétaire, lui, il regarde autre chose. C'est que il dit à l'usufruitier, tu peux manger des fruits, mais laisse-moi quand même le temps. N'abuse pas. Il faut que l'arbre reste bien... Et c'est pour cela il faut savoir mettre le curseur quelque part entre les droits et les obligations des uns et des autres. Et l'acte doit être précis sur ça. La loi ne l'était pas. Et puis la jurisprudence aussi qui a parlé. Mais bon, le juge intervient après. Quand il y a problème, le juge intervient. Mais nous, le maître mot aujourd'hui, c'est traité avant. Tu es dans l'œuf le problème avant même qu'il arrive. Parmi les inconvénients aujourd'hui majeurs, c'est l'allongement de la durée de vie. Oui. Avant, l'espérance de vie était de 45 ans, 50 ans aujourd'hui. Là, on est à 72, 75. Et on parle même de 100, etc. Et en général, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça aussi, c'est un constat. C'est un inconvénient, quoi. Je plaisante. Ça dépend pour qui. Mauvaise plaisanterie. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, ce sont des retraités qui héritent d'autres retraités. Ah, donc les enfants arrivent à l'âge de la retraite
et leurs parents sont déjà de vieux retraités. Oui, 60 ans, on est à la retraite. C'est vrai. Si nos parents nous ont eu à l'âge de 20 ans, voilà. Donc, 80 en ans. fait, Les besoins sont les mêmes. en fait, le Oui. démembrement va Ouais. générer une espérance, mais en même temps une frustration. Parce que Oui. En même C'est- temps, on n'a pas envie de perdre le proche, C'est un mais en même temps... peu, c'est Glauque. un peu morbide. ياك شوية شوية بزاف. D'accord. C'est comme- D'accord. Imagine demain, je serai pour les assurances, je dis Amine Oui. est le bénéficiaire, etc. Exclusif. Exclusif, Hmm. 10 millions d'euros. Je voudrais que tu vives longtemps. Rabdei Maya. Des Macs tous les jours. En tout cas, on souhaite une longue vie à notre invité et on le Exactement, remercie merci beaucoup. pour tous ces éclairages. Moi, je retiens une chose, c'est que le démembrement est une technique légale d'optimisation fiscale, mais qu'il ne faut pas tomber dans l'abus de droit. Il faut le faire intelligemment, en pesant le pour et le Tout à contre. fait. Et ça, c'est magnifique. C'est une belle synthèse. Maître Comme tu sais faire toujours. Abdelmjid Bargash, notaire à Rabat, je rappelle, merci beaucoup Ah ben, je vous d'avoir en prie. accepté notre Bientôt à invitation. Casa, bientôt à Casa. Nous reverrons très certainement pour d'autres sujets. Rachida Chahachi, merci beaucoup. Avec grand plaisir, cher ami. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Les pros de l'IMO, c'est fini.